Nous allons étudier le Daf Aïn Tet dans Masechet Ketubot et on reprend entre lignes à la fin du Daf Aïn Chet Amud Ha'i iteta Nebaya Teta Vrehinhu le Nirsa Migavron. On avait dit à la fin du Daf d'hier, on avait repris l'avis de Rabbi Shimon qui disait que parmi les biens qui pouvaient être vendus ou pas par la femme, on faisait un chiluk, un distinguo entre les biens qui étaient connus du mari et ceux qui n'étaient pas connus du mari. On a dit ceux qui étaient connus du mari, il y avait ici une marloquette dans la définition. Est-ce que c'était les biens immobiliers? Donc les biens immobiliers sont connus et donc elle ne peut pas les vendre. Les biens immobiliers sont considérés comme étant inconnus du mari et elle peut les vendre. Et Rabbi Yochanan nous dit que non, ça dépend de est-ce que c'est un héritage qui est venu d'ailleurs d'un autre pays. À ce moment-là, c'est ça ce qu'on appelle nanidoim. Et à ce propos, justement, à propos des biens que la femme peut vendre aux dépens du mari, il y a une femme un jour qui a voulu être mavriach, faire fuir ses biens de la possession de son mari. Donc elle s'est arrangée pour justement, avant de se marier, pour écrire un document. Elle a fait quoi? Ketavtinhu livrata. Elle a écrit un document où elle a tout donné à sa fille. Elle a fait un leg à sa fille pour éviter que les biens rendent à la propriété de son mari en se mariant avec lui. Insiva, Vegarsha, elle s'est mariée, puis elle a divorcé. Et cette bonne femme maintenant elle est revenue voir Rav Nachman en lui disant bon, j'aimerais bien que ma fille me rende mes biens parce que il est évident que je ne lui avais donné mes biens que dans l'objectif d'éviter qu'ils aillent dans la propriété de mon mari, qui maintenant n'est plus mon mari, donc je vais les récupérer. La fille évidemment elle a sorti son shtar, une belle histoire de famille. Car Rav Nachman a pris le shtar, il l'a déchiré. Sous-entendu qu'il pense que ce shtar-là n'a pas de valeur et qu'en fait, c'était juste une manière de dire qu'elle ne voulait pas que son mari en profite. Azal Ravana et Kambede Ma'oukva. Ravana, il a entendu ça, il est parti voir Ma'oukva. Mais le shtar, il est chez la fille. Chez la fille. Donc la fille, elle a sorti le shtar devant le Rav, il l'a pris, il l'a déchiré. Pour dire que c'est Chaspa Be'alma, Chazé Mar Nachman, Chakla, Echim Bekara Shtare de Inche. Alors Ravana était choqué. On écrit un shtar, le shtar c'est important. Imaginez quelqu'un qui va au Beddin et c'est Dayan qui prend son document qui le déchire. C'est un acte qui est très choquant, on ne se rend pas compte. À l'époque, ça fait un séisme politique. Il est parti voir Marokwa, il a dit tu as vu, Rav Nachman, quand c'est un Dayan, il est sympathique, quand on lui amène des shtarot, il les déchire. Amalé, et il m'a dit easy, raconte-moi ce qui s'est passé, il lui a dit. Goufa de Rouvdei Chava, raconte-moi exactement comment c'est passé. Amalé, il lui a dit, Achib Achiava, il a dit voilà, c'est passé comme ci, comme ça. Amalé, shtam, mavrachat kamart, mais dis-moi ici, c'est pas un shtar, normal. C'est ce qu'on appelle shtar, mavrachat, c'est un shtar qui est fait pour faire fuir les biens. Pour en fait, encore une fois, c'est un shtar d'évasion, non pas fiscale, mais d'évasion de telle sorte à ce que les biens puissent échapper justement au mari. Achi Amarav Chanilai, Idi Amar Shmuel. Et sache que j'ai déjà entendu au nom de Shmuel, qui avait dit à l'époque, Moré Ora Ani, je suis digne d'enseigner des halachot, et d'enseigner des klalim et de dire, Im Yavo Shtar, Mavrachat Liyadi, Akraenu. Si un jour je vois un shtar mavrachat, un document d'évasion qui vient devant moi, eh bien je le déchirerai. Donc on voit que Shmuel a confirmé ce qu'a fait Rav Nachman, de déchirer. C'est bien. Amarle. Qu'est-ce qu'on fait avec le mari? Qu'est-ce qu'on fait avec le mari? Le mari, il a jamais touché à ses biens. Mais il a droit maintenant rétroactivement. Non. Non, parce qu'au contraire, on accepte le fait qu'elle ait fait ça. La fille? La mère. Que le fait que la mère elle ait donné à sa fille artificiellement, on accepte, on trouve ça normal. Tout est bien, simplement la fille ne peut pas aller jusqu'au bout et garder. Alors, Amalé Rava et Rav Nachman. Rava il discute avec Rav Nachman. Il dit dis-moi, ce que tu dis là, de dire que la personne, le shtar n'est pas bon, pourquoi? Parce que, mais la question sera posée, que le shtar n'est pas bon, pourquoi? Parce qu'on part du principe qu'une personne ne donne pas tous ses biens à un étranger. Je suis d'accord avec ce que tu dis, dans le cas où le shtar a été écrit de telle sorte à ce que la femme donne tous ses biens à un étranger. Si la femme a dit je donne tout à ma voisine, et qu'après elle divorce, et qu'elle nous dit bon écoutez, vous avez bien compris que ma voisine, je ne vais pas tout lui donner, rester moi sans avoir de quoi manger, évidemment que c'était pour éviter de donner à mon mari, dans ces cas-là je peux comprendre. Mais lorsqu'elle donne à sa fille, est-ce que tu ne peux pas imaginer que non, depuis le départ elle avait l'intention d'éviter son mari, mais aussi et surtout peut-être de donner à sa fille, parce que finalement, est-ce que finalement tout homme ne travaille pas pour aussi laisser quelque chose à ses enfants? Donc ça c'est la tarna de Rava Nachman. Et répondant à Rav Nachman, Afiloachi, comme Barta Nafsha Adifala. La Gemara dit non, c'est pas vrai. Rav Nachman lui dit, moi je pense que même sa fille, qui est importante, elle est importante par rapport
à des étrangers, mais par rapport à elle-même, une personne ne se démunit pas totalement pour donner à ses enfants. Et donc, je pars du principe, on a une umdana, on estime que la bonne femme n'avait pas l'intention de donner tout à sa fille, c'était ce que un shtar mavrachat. On objecte. Métivé, sur ce qu'a dit Shmuel. Shmuel, il a dit quoi? Il a dit que je déchire. Nachman, il l'a fait. Nachman, il a déchiré. Shmuel, il l'a enseigné en tant qu'alacha. Donc c'est pour ça que c'est plus sur Shmuel une kusha. Une femme qui veut faire échapper ses biens des mains de son mari. Kotevet shtar pasim lacherim. Elle écrit ce qu'on appelle shtar pasim. Shtar pasim, yashon pius, c'est un document de vente ou de don fictif. Donc elle écrit que fictivement elle donne à un étranger. Dirait Rabban Shimon ben Gamliel. Ça c'est l'avis de Rabban Shimon ben Gamliel. Là en plus dans ce cas-là on a l'avantage qu'à la fois Rava et à la fois Rav Nachman seront d'accord qu'après elle peut récupérer parce que personne ne peut penser sérieusement qu'elle a tout donné à un étranger. Alors que si c'est pour sa fille on avait dit c'est une marloquette. Rava Rav Nachman est-ce qu'elle a l'intention pas de réellement le donner? Mais Chachamim ne sont pas d'accord. Chachamim omrim Ratsa metzachek ba achet tirtov lo meyom ekshirtse. Rabbi Chachamim disent que c'est tellement sérieux ce shtar. Un shtar c'est pas rien. Si elle écrit un shtar passive en disant je te donne à toi ma voisine mes terrains, eh bien sa voisine si elle veut lui faire un coup sympathique, elle peut garder les terrains. Donc comment faire alors? On ne va pas demander à une femme de prendre ce risque-là. Il faut qu'elle précise. Toi ma voisine, je te donne mes terrains jusqu'au jour où je vais les récupérer. C'est un don qui est conditionné à sa volonté. Ce qui fait qu'à la fois le don a l'air d'être valable et à la fois la femme a une possibilité de les récupérer quand elle veut. Et l'agma déduit, donc selon Charamim, Ta'ama de Kadvalé Achi, Halo Kadvalé Achi, Kanin Hilokeach. Il faut absolument qu'elle précise, si elle précise selon Charamim, eh bien le voisin ou la voisine a acquis, enfin, ou comment dire, la personne qui reçoit le shtar a acquis, et si elle veut être malhonnête, elle peut même ne pas. Donc, Marloquet ici, entre Chachamim et Rabban Shimon ben Gamliel, est-ce que ce shtar passim-là, est-ce qu'il a une valeur si forte ou pas? En tout cas, on voit que selon Chachamim, et Shmuel, il faut qu'il se justifie, selon Chachamim qui est là de faire la selon Chachamim, si elle ne précise pas qu'elle veut récupérer les biens, si elle dit je te donne les biens, même si c'est une étrangère ici, si elle donne à un étranger ou une étrangère, eh bien on voit que c'est l'étranger qui a gardé les biens. Comment Shmuel peut dire que si un jour il voit un shtar mavrachat, il le déchire? Marabizera, lokashia, alechula, habemiktata. Rabizera nous dit qu'il faut faire une différence entre un cas où la femme a donné tous ses biens et un cas où la femme elle a donné qu'une partie de ses biens. Une femme qui voulait que son mari ne touche rien et qui a donné tous ses biens à un étranger, il n'y a pas de safek. Pas shoot qu'une femme ne donne pas tous ses biens, elle ne va pas se démunir totalement pour donner à un étranger. Par contre, dans le cas où la femme a une richesse, qu'elle a donné 30% ou 50% de sa richesse à quelqu'un avec un shtar passim pour justement éviter que son mari touche une partie de sa fortune, enfin on profite de l'usufruit d'une partie de sa fortune, et bien à ce moment-là, c'est là que Chachamim dirait qu'attention, puisqu'elle ne s'est pas démunie complètement, on n'a pas la certitude qu'elle ne l'a pas donné tant qu'elle n'a pas précisé je te donne jusqu'à ce que je veuille le récupérer. Sinon, elle peut avoir perdu ses biens. Donc c'est ça le chiluk qu'il y a entre un cas où elle a donné tout et un cas où elle n'a donné qu'une partie de sa fortune. Maintenant la Gemara essaie de comprendre. Elle dit Ve'i lokanihi lokeach. Si tu pars du principe selon Chachamim, le lokeach, il n'a pas acquis les biens. Il ne les a pas acquis. Puisque finalement on voit que la bonne femme elle peut récupérer ses biens. Ve'i lokanihi lokeach niknihu baal. Si la vente ou le don n'est pas valable à 100%, c'est-à-dire que ça appartient encore à la femme. Si ça appartient à la femme, ça appartient au mari, c'est le mari en a l'usufruit. Amarabaye, Asaoum, Kinechasim, Shenidoim, le Baal, Velibade Rabbi Shimon. C'est comme Rabbi Shimon qui pense que les biens qui ne sont pas sous les yeux du mari, connus du mari, eh bien la femme peut en faire ce qu'elle veut. Et là ici c'est cela. C'est qu'en fait le fait qu'elle les donné, on a fait un document à condition qu'elle les reprenne quand elle veut, eh bien c'est comme si c'était un héritage qui était à l'autre bout du monde. Et donc du coup, ça n'est pas sous les yeux du mari, donc le mari n'a pas justement de tfissa, d'emprise sur ses biens. Nouvelle Mishnah.
Nafula Ksafim. Maintenant, vous allez voir que on va parler de cas où on a à la fois un karka, un terrain, donc ce qu'on appelle le keren, le cœur même du bien, et après on a les pérotes, le capital, et après les pérotes, on a justement les fruits, l'usufruit, les bénéfices qui peuvent provenir de là. On sait très bien que lorsque la femme arrive avec des nirsémilogues, avec des biens, le mari ne peut pas toucher aux biens, mais il peut toucher les profits et l'usufruit qui provient de ces biens. Et là, la Mishnah va commencer à définir des cas un peu particuliers. Naflula ksafim, il a un karka ve'ochel perot. Si maintenant, la femme hérite, hérite d'argent, elle reçoit une somme d'1 million de dollars, qu'est-ce qu'on fait avec ces 1 million de dollars? Il ne peut pas les toucher, parce que c'est le capital, mais il faut qu'il prenne les usufruits. Alors c'est quoi l'usufruit classique en général? C'est des intérêts, mais on ne peut pas prêter avec intérêt. Donc comment faire pour profiter de l'usufruit de l'argent? Il a karbaïn karka, perot. Il achète un terrain, parce que c'est en général c'est l'immobilier qui a tendance à donner le plus de pérotes. Il achète un terrain, et à ce moment-là, il prend les pérotes. Perot atloshim ina karka, il a karbaïn karka, perot. Si elle hérite de fruits qui sont déjà tloshim, donc d'une récolte de fruits. Donc un hangar dans lequel il y a des récoltes de fruits, eh bien pareil, il ne peut pas ici profiter de la chose elle-même, parce que là, c'est pas les pérotes, c'est ce qui sort, c'est le profit qui sort de la chose. S'il avait eu le terrain et qu'il y avait une récolte, il aurait pris la récolte. Mais là, elle a hérité de quoi? D'une récolte directement. Donc il faut qu'il prenne les fruits des fruits, enfin les fruits de la récolte. Comment? Eh bien avec cet argent-là, on achète un terrain et pareil, il lui prendra les loyers. Perot ampromarim bakarka. Maintenant, si elle a hérité de fruits, mais non pas de fruits qui sont déjà cueillis, mais elle hérite de fruits sur un terrain. Il y a un terrain, et Nagid que le père il a écrit dans son truc, je veux que les arbres appartiennent à un tel et à ma fille X, et je veux que les fruits appartiennent à ma fille Y. Donc elle a hérité des fruits qui sont sur un terrain, mais des fruits qui sont encore, mais choubarim bakarka, qui sont encore sur les arbres. Nous dit Rabbi Meir, Rabbi Meir, Sheminota kamahi yafa perot, et kamahi yafa belo perot, on fait une estimation du champ avec fruits et du champ sans les fruits, ce qui est manière finalement d'estimer les fruits et la valeur de ces fruits. Mota et la karka veoche perot, pareil, il achète avec cette valeur-là, il achète un terrain, et avec ce terrain-là, il prend des... Ça c'est Rabbi Meir. Chachamim, Omri, Chachamim ne sont pas d'accord, ils disent, Amechoubarim la karka chez l'eau, les biens, les fruits qui sont sur le terrain sont à lui. C'est déjà considéré comme des pérotes du keren. Et par contre, ce qu'a dit Rabbi Meir, c'est valable pour les biens qui sont déjà tlushim. Donc ici, à la fin, ce qui est intéressant, c'est que quel est le statut de... Parce qu'en fait, nous, on est habitué à un cas où la femme s'est mariée, et quand elle s'est mariée, elle avait un terrain avec des arbres. Et après coup, il y a des fruits qui ont poussé, et ces fruits qui ont poussé, en général, lorsqu'on les coupe et qu'on les vend, eh bien, c'est la propriété du mari, parce que ce sont les pérotes. Maintenant, dans des cas où elle a hérité d'un terrain dans lequel il y a déjà des pérotes, est-ce que les fruits qui ont poussé avant même que le mari l'épouse, est-ce que ces fruits-là font partie du capital, ou est-ce que ces fruits font partie de l'usufruit du terrain? C'est ça la marque ici contre Rabbi Meir et Chachamim. Rabbi Shimon termine en disant, comme chez Afekocho Menchisata, Bechnisata, Ura Kocho Bitsiata, comme Shura Kocho Bechnisata, Yafekocho Bitsiata. Ça nous dit, on verra tout de suite l'exemple que Rabbi Shimon donne. Les fois où le mari a une propriété au début du mariage, il la perd à la sortie, au divorce, et des fois où il n'a pas de propriété au début du mariage, eh bien il l'a à la fin au moment du divorce. Ketsad, c'est quoi l'exemple? Perot amchobarin la karka bechnisata. Lorsque un homme épouse une femme et que dès le départ, elle acquiert un terrain avec des fruits. Et on a dit que Ariem Shelo, selon Chachamim, ça lui appartient, selon Rabbi Meir, ça lui appartient à elle, selon Chachamim, ça lui appartient à lui. Au Betiata. Mais au moment du divorce, Sheila, elle garde tout, elle garde le terrain et les fruits. Atlushim minakarka. Maintenant, les biens qui ont été, la récolte qui a déjà été coupée, Birknisata Shela, au moment du mariage,
c'est considéré comme étant à elle, et donc du coup, il faut qu'ils vendent et qu'ils ne prennent que les pérotes de cela. Ou Betsiata, et au moment du divorce, chez l'homme, donc c'est des cas où finalement, il y a une différence de propriété pour le mari entre le début et la fin du mariage. En tout cas, on reprend ce qu'on a dit au début, on a dit que dès que l'on a de l'argent, dès que l'on a des récoltes, des choses qui appartiennent à la femme, mais qui ne donnent pas eux-mêmes de rente, eh bien on transforme cette somme-là d'argent ou de récolte, on la transforme, on l'utilise pour acheter un terrain, et avec ce terrain, le mari pourra avoir justement des rentes, des loyers, et c'est comme cela que le capital restera à la femme et l'usufruit au mari. J'ai pas compris pourquoi les tiers chez l'homme. Dans le cas de. À la fin, Rabbi Shimon, on en parle. Voilà, on en parlera à la fin du cas de Rabbi Shimon. En tout cas, pour l'instant, la Gemara va nous donner l'ordre lorsque la femme et le mari ne sont pas d'accord sur quoi acheter. Il faut acheter un bien immobilier qui rapporte. Lorsqu'il y a un désaccord entre les deux, qu'achète-t-on? Et la Gemara va nous faire tout de suite une liste de préférences. Pshita, c'est évident que Ara ou Baté, s'il y a une discussion entre les deux, est-ce qu'il faut acheter un terrain ou une maison? Ara, le terrain. Baté Védiclé, une maison et un palmier qui donne des fruits. Baté, pourquoi? Parce que le terrain, il est plus solide qu'une maison. Une maison plus solide qu'un arbre qui peut sécher. Baté, diclé, ilané, diclé, entre un palmier et n'importe quel arbre, ce sera un déquel, un palmier. Ilané, végoufné, des arbres normaux et des vignes. Eh bien, ilané, c'est les arbres parce qu'encore une fois, on parle ici de fragilité et la vigne est un arbre particulièrement fragile. Donc ça, pour l'instant, c'est relativement clair. Maintenant, on va encore parler de cas. On a vu encore une fois que dans la Mishnah, on commence à avoir des problèmes de définition. En général, on a tendance à dire que lorsqu'il y a un terrain, avec un keren, un capital, qui est évident à définir, et des pérotes, des fruits. Donc on a vraiment, imaginons, la femme, elle épouse son mari, elle a un verger. Le verger fait des fruits quelques mois après. Il n'est pas shoot que les arbres sont à la femme complètement, et les pérotes sont au mari. Les fruits. Super. La question qui se pose, c'est lorsque il y a un terrain qui n'a pas de valeur en lui-même, si ce n'est à cause de ces fameux fruits. Donc lorsque l'on achète un hangar avec des pérotes, le hangar il ne se vend pas, le prix du hangar n'est pas lié au mètre carré du hangar en pleine campagne, à un endroit où le mètre carré n'a pas de valeur. Qu'est-ce qui a une valeur? C'est les fruits. Si tu dis que les fruits appartiennent au mari, en fait, tu n'es pas en train de donner l'usufruit, tu es en train de donner le capital. Parce que ici, les fruits sont le capital. Même si en général, dans un cas classique, où il y a un arbre, le capital, et les fruits qui sont l'usufruit, eh bien, on sait très bien qui prend quoi. Mais là, dans un cas, et là, on va rentrer dans des cas où, par exemple, on a soit des hangars, soit des greniers où on a des récoltes, soit des endroits où on a des matières premières. Pareil. Quand on a un champ avec un terrain avec des hydrocarbures, qui va nous dire que le terrain c'est le keren et l'hydrocarbure c'est l'usufruit? Non, c'est l'inverse, c'est justement ce qu'il y a dans le sol. Et là c'est un peu ça le cas. Iba Zardeta, c'est une forêt qui est faite pour couper des arbres. Alors là aussi, tu peux pas dire que les arbres c'est l'usufruit du terrain, c'est la valeur intrinsèque du terrain. C'est une forêt qui est faite avec un bois spécial qui donne une valeur à cette forêt, eh bien la forêt n'a de prix, ou 90% de son prix, n'est pas lié au terrain, parce que ce n'est pas un terrain qui est constructible, c'est lié aussi et surtout à son contenu. Donc le contenu ici n'est pas l'usufruit, mais il est le keren. Donc ibazardeta, ou pira, les chavre, ou pareil, une piscine, les grands bassins dans lesquels on met les poissons pour après les pêcher et manger. Là aussi, on ne peut pas dire que c'est le terrain qui a une valeur, qui a un capital, et ce qu'il y a dedans, les poissons, c'est l'usufruit. Amrela Pera, Amrela Karna, il y en a qui disent que c'est pas ce cas-là, que c'est Karna. Donc ici, il y en a qui disent que voilà, que ces poissons-là et cette forêt font partie du keren, contrairement à ce qu'on aurait pu penser. Ces arbres-là et ce qu'il y a dans ce bassin-là font partie. Klal des Milta, c'est quoi le klal? Gizan Mahalif Pera, et Gizan Mahalif Karna. Tout ce qui se
se régénère quand on le coupe, c'est un fruit. Tout ce qui ne se régénère pas n'est pas un fruit. Donc dès qu'on en a affaire à justement, alors les arbres ça peut se régénérer mais c'est pas tout de suite. Les poissons ça se régénère pas a priori. Les matières premières, les hydrocarbures ainsi de suite ne se reproduisent pas. Amar Rabbi Zera, Amar Rabbi Yoshua, Amar Rabbi Yana, et Rabbi Yana et Amrela, il y en a qui disent que c'est Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yoshaya, Amar Rabbi Yana, que ici au départ c'était Rabbi Abba qui avait cité Rabbi Yoshaya. Vlad behemad melog mishalem tashlume kefel leisha, celui qui vole à Gonev, il vole. Vlad behemad melog, donc il y a une béma, une bête qui est venue dans le mariage en tant que nirsi milog. Donc normalement on a dit que lorsqu'il y a une bête, lorsqu'il y a un nirsi milog de manière générale, il appartient à la femme, mais les pérottes, les fruits, l'usufruit appartient au mari. Donc on va dire c'est quoi l'usufruit d'un animal? C'est ce qu'elle donne, donc ça va être le lait, ça va être ainsi de suite. La question maintenant ça va être le vlad déjà. Est-ce que l'enfant d'un animal, ou éventuellement l'enfant aussi d'un serviteur, ou d'une servante, est-ce que l'enfant d'une servante ou d'un animal est considéré comme étant l'usufruit, ou est-ce que c'est un prolongement du capital? Ça c'est déjà une chéla. Maintenant après, nous on va penser de manière évidente que quoi? Que si on pense que l'enfant de l'animal c'est des pérottes, c'est considéré comme étant l'usufruit de l'animal. L'usufruit il appartient à qui? Il appartient au mari. S'il appartient au mari, celui qui vole ce petit bébé-là, ce petit veau, à qui il doit payer Teshlomé Kefel le double? Au mari. Si ça appartient à la femme, il doit payer à la femme. Or, on voit ici qu'il doit payer à la femme. Mishalem Teshlomé Kefel la Isha. Le fait qu'il paye le double, le fameux double du vol, il doit payer à la femme, ça sous-entend quoi? Ça appartient à la femme. Ça appartient à la femme. Et la Gemara s'étonne. Pourquoi? Parce qu'elle verra qu'il y a une marloquette là-dessus. Et que dans la marloquette, on ne discute jamais du statut de l'enfant, du petit animal. Et l'animal appartient toujours au mari. C'est regardez. Keman. Lokarabanan. Lokachanania. On ne comprend pas. Ça correspond à Chanania Rabanan. Détania Karin Brata qui dit Vlad Behemat Melog la Baal. L'enfant, le bébé d'un animal, il appartient au mari. Ça fait partie de l'usufruit. Vlad Shifrat Milog la Isha. Par contre, dans le cas de la servante, c'est à la femme. Chanania Ben Achi Yoshaya Amar. Asula Shifra Milog. Kevlad Behemat Milog. Je ne suis pas d'accord avec la servante. La servante aussi, ça appartient au mari, quoi qu'il arrive. La servante, il y a une discussion sur l'enfant de la servante. Mais l'enfant de la BMA, l'enfant de l'animal, quoi qu'il arrive, il n'est pas considéré comme étant le keren, le capital, il est considéré comme étant l'usufruit. S'il est l'usufruit, il appartient au mari. S'il appartient au mari, quand quelqu'un le vole, il doit payer Tashlomé Kefel au mari. Alors quoi? Comment ça marche? Afilotema divra kol, perat kinu le rabanan, perat de pera, l'autre kinu le rabanan. La Gemara donne une très belle réponse et nous dit qu'en fait, il y a une différence. Tu as raison. L'animal appartient à la mère, la vache appartient à la mère, le veau appartient au mari, mais lorsqu'on vole le veau, eh bien le double de ce que l'on doit payer, ce que le voleur doit payer, le double, l'amende qui se rajoute, elle revient à la femme. Pourquoi? Parce que ici, ok, payer la valeur du vol, c'est une chose. Mais maintenant, payer le surplus, à quoi c'est assimilé? C'est assimilé à pérotte. C'est quoi pérotte? C'est l'usufruit. Finalement, il y a eu ici une cumulation d'usufruit. C'est-à-dire, la vache, elle avait une valeur, elle a créé une nouvelle valeur qui est ce veau, et ce veau lui-même, en se faisant voler, il a créé une autre valeur. La vache, elle valait 1000, elle a créé une valeur de 100 qui est ce veau, et ce veau-là, il a créé une autre valeur de 100, parce qu'à la fin, il va rembourser combien? 200. Donc ici, on n'est pas dans l'usufruit de la vache, on est dans l'usufruit de la vache. La vache, elle a fait une valeur, elle m'a fait un révar, elle m'a fait un gain qui n'était pas attendu, entre guillemets, c'est ce veau, et ce veau-là lui-même m'a fait gagner. Donc les 100 en plus qui vont être ajoutés sont que l'usufruit de l'usufruit, le profit qui provient de quelque chose qui est déjà le profit de Nirse Milog, et ça, Asura ils ont dit ça n'appartient pas au mari. Ce qui veut dire que lorsque l'on a, même pour un terrain qui donne des fruits, si après ces fruits donnent eux-mêmes une valeur ajoutée, et bien cette valeur ajoutée ne restera pas au mari, puisqu'on ne cumule pas le principe des pérottes. Ça,
C'est comme ça qu'on explique, la raison pour laquelle ce que le veau va rajouter comme valeur, ça retournera à la femme, même si ce veau-là appartient au mari. Non, le fils du veau appartient à la femme. A priori, on va dire comme ça, oui. Oui. Oui, a priori. Bish, la malé Hanania, la Gemara dit, bon, allez, pour Hanania, ça va. Aïnou de l'ochai shina lemita. Je peux comprendre. Parce que lui, il ne craint pas la mort. Et là, Rabbanan, selon Chachamim, il chaïché lemita. C'est de manière générale, on craint, c'est toujours une marloquette dans la Gemara, est-ce qu'on craint qu'un animal ou qu'une personne puisse mourir du jour au lendemain? Si on est chochesh la mita, afilou vlad behemat melog nami, lo, vei lo chaïché lemita, afilou vlad shifra melog nami. Maintenant, on n'est plus sur le sujet de la vache. Maintenant, on parle sur la chifra. On a vu, rappelez-vous, que selon Hanania, tout est égal. C'est à la fois l'enfant de la chifra, de la servante, l'enfant de l'animal, tout appartient au mari. Maintenant, c'est Chachami qui est problématique. Chachami pense quoi? Il pense que l'animal, eh ben, le bébé va appartenir au mari. C'est un péri. Et la femme, la servante, eh bien l'animal appartient à la mère. Je comprends, qu'est-ce qu'il veut le Chachamim? Soit il pense, comme Hanania que quoi, qu'on ne craint pas la mort. C'est qu'on ne craint pas la mort. C'est qu'on part du principe que la vache et la bonne femme, ils vont vivre. S'ils vont vivre, c'est qui le keren, c'est qui le capital? C'est eux. Et ce qu'ils rajoutent en plus comme enfant, c'est l'usufruit, donc c'est au mari. Et donc, au moins Hanania, il est cohérent. Dans tous les cas, l'enfant d'une vache ou d'une femme dont on ne craint pas la mort, appartient au mari puisque c'est l'usufruit. Par contre, dans le cas de Chachamim, selon Chachamim, on voit que dans la servante, ils disent que le bébé, il est à la mère. Pourquoi il sera à la mère, le bébé? Tu es obligé de dire qu'il est à la mère parce qu'il peut remplacer la mère. Pourquoi il remplace la mère? Parce que tu as peur que la mère un jour, elle meurt. Et donc en fait, finalement, ce bébé-là n'est que finalement le prolongement du capital qui, naturellement, c'est un capital qui a tendance à être mortel et donc qui a besoin d'être remplacé par l'enfant. Et donc si c'est ça, si tu le dis dans le cas de la femme, dis-le dans le cas de la vache. Si tu ne dis pas dans le cas de la vache, ne le dis pas dans le cas de la femme. Chachamim ne sont pas compréhensibles. Amaravuna, Bachia Shmuel, Michila, Lerolam, Chaïché Limita, Meshane Behema, Dika Ora. La Gemara répondit non, on craint la mort. Donc comme on craint la mort, c'est la raison pour laquelle lorsqu'un homme a une servante, qu'on considère vraiment comme un bien ici, un homme a une servante, comme il est possible et normal que cette femme-là un jour décède, eh bien il est aussi tout à fait normal que l'enfant qu'elle mette au monde soit un remplacement d'elle probable pour un jour. Dans tous les cas, c'est pas aujourd'hui que l'enfant va travailler et c'est pas aujourd'hui qu'elle va mourir. Mais elle va mourir un jour, il lui va pouvoir travailler et donc l'enfant est finalement le prolongement du keren du capital. Ah, et pour le cas de la vache alors? Pourquoi pas? Parce que le cas de la vache, nous dit ici l'Agma, lorsque la vache elle meurt, eh bien on peut récupérer de l'argent avec la peau. La peau de la vache est un résidu du keren. Et donc, du coup, c'est une manière de dire que finalement, dans le cas de la vache, le capital ne disparaît pas totalement. Comme le capital ne disparaît pas totalement, même si l'animal peut mourir, il n'y a pas de disparition du capital. S'il n'y a pas de disparition du capital, il n'y a pas de raison de donner au bébé de la vache le statut de prolongement du keren. Dans le cas, par contre, de la servante qui un jour décède, eh bien, ne rapporte plus rien à son patron, et donc à ce moment-là, le keren, le capital disparaît totalement, et donc c'est la raison pour laquelle, à l'avance déjà, l'enfant qu'elle a eu est considéré comme étant le prolongement du capital. Maravuna Bachia Amar Shmuel, Alakha Kechanania, Alakha Kechanania, que finalement, l'enfant de la servante et l'enfant de l'animal appartiennent au mari, on ne fait pas de distinguo comme Chachamim. Marava, Amarav Nachman, Rava Ninon Rav Nachman. אבל גם דאמר שמואל הלכה כחנניה מודה חנניה שאם התגרשה נותנת דמים ונוטלתן מפני שבא בית אביה. Nous dit ici Rav Nachman, Pachout, que même si l'enfant de la servante et l'enfant de l'animal appartiennent au mari, il est évident que la femme a le droit, nous dit ici Rava, de donner de l'argent pour récupérer l'enfant lui-même de la servante ou l'enfant lui-même de la vache. C'est quoi l'idée ici? C'est que lorsque parfois le mari a la possibilité, a la propriété sur quelque chose, sur l'usufruit, mais que c'est un usufruit qui peut avoir une particularité. Ce veau-là, c'est le veau de ma vache et c'est particulier, c'est la vache qu'on a depuis toujours à la maison, c'est quelque chose de familial. Ça s'appelle Shvar Betavia, ça fait partie de la famille, pareil, la servante, ce truc. C'est pas parce que l'enfant
est considéré de manière technique comme étant l'usufruit d'un bien, que la femme ne peut pas avoir envie de le garder en tant que lui. Donc elle a le droit en fait, la valeur appartient au mari, mais elle a le droit de garder l'objet si elle-même elle paye la valeur. Elle a un droit de choisir entre laisser l'argent, la valeur, ou laisser l'objet entre guillemets qui ici est l'enfant de la servante ou l'enfant de la vache. Amarava. אמר רב נחמן, הכניסה לו עז לחלבה ורחל לגזעתה, תרנגולת לביצתה ודקל לפירותיו, אוכל והולך עד שתכלה הקרן. Un cas où elle a ramené dans le mariage, elle a ramené quoi? Un aise, donc une petite chèvre pour le lait, une petite brebis pour la tonte, une poule pour les œufs, un palmier pour les dattes qu'il fait. Ochel ve'olech hachet tichla keren. Le mari peut consommer tous ces biens-là, tout ce lait, jusqu'à ce que l'animal lui-même meure. Amar Rav Nachman. Et la femme n'a pas le droit d'utiliser la keren, par exemple, d'acheter la para. Alors. Juste avant qu'elle meure, parce qu'il y a une valeur. C'est ça dommage quand même. Ah, non, non, je crois que c'est ça ici le chidouche. Hein. C'est que lui, il a le droit de vouloir profiter de l'usufruit jusqu'au bout. Oui. C'est ça l'idée. Sinon, c'est pas chose que. Je crois que c'est ça l'idée. C'est de dire que justement, elle peut pas. Lui, il a le droit de dire non, je veux profiter jusqu'au dernier jour. Marav Nachmana, il a les glima, perave, mikasebe, veazila dechalia. Pareil, il y a ici un vêtement. Un vêtement, c'est quoi l'usufruit du vêtement? C'est le fait de pouvoir le porter. Et bien, le mari peut porter un vêtement jusqu'à ce qu'il s'use. Ah, mais plus je vais le porter, plus il va s'user. Eh bien, c'est pas grave. Ce qu'on est en train de dire ici, c'est que c'est pas parce que le mari n'a le droit qu'à l'usufruit et donc pas au capital, c'est pas pour cela que tu peux lui interdire d'utiliser l'usufruit lorsque l'usufruit use le keren. Les animaux, plus tu les presses entre guillemets, plus tu prends le lait, plus tu prends tout, plus tu peux les fatiguer. Eh bien, on voit qu'ici le mari a le droit à l'usufruit, même si le profit de cet usufruit peut amener le keren à s'abîmer, le capital s'abîmer. Keman, qui a été c'est comme ce Tana qui dit Tania, Amelavachol, Areze, Perot. Le sel dans des marais salants, le sel ou le sable est considéré comme étant des pérotes, c'est l'usufruit du terrain. Piège el gofrit, Marporet chez Tsarif, ici ce sont des endroits, donc ici c'est une mine de gofrit, de soufre. Marporet chez Tsarif, là-bas c'est un trou dans lequel on creuse, là-bas Tsarif c'est une sorte de colorant pour les habits, donc c'est un endroit dans lequel le terrain a une certaine valeur. Rabbi Meir Omer, Keren, Chamimrim, Perot, ici on a une marloquette. Est-ce qu'un bien, un terrain dans lequel dans les sous-sols, il y a une mine de quelque chose, est-ce que la chose qu'il y a à l'intérieur, cette matière première qu'il y a dans le terrain, est-ce que c'est considéré comme étant le capital du terrain ou est-ce que c'est considéré comme étant l'usufruit par rapport à la valeur du terrain elle-même? Rabbi Shimon Omer, comme Chef Kocho, il dit dans Rabbi Shimon que là où le mari possède la chose à l'entrée du mariage, souvent il le perd à la fin, et quand il a peur au début, il la reçoit à la fin. La Gemara dit Rabbi Shimon, Haïnou Tanakama, Rabbi Shimon revient plus ou moins Tanakama, il n'a rien tellement, il a juste donné le clal, mais finalement il dit la même chose. La Gemara nous dit Rava, Marava, Bichoubarin, Bishat Yetzia, Ika Benaïou. La différence qu'il y a entre les deux, c'est justement les fameux biens. Le carcan, on a dit, il y a un bien, donc un terrain, qui, lorsque l'homme et la femme se sont mariés, il y avait déjà des pérotes dessus. Il y avait déjà des pérotes. Si au moment où ils se sont mariés, il y avait des fruits dedans, et qu'au moment du divorce, quelques mois après, les fruits sont encore dans l'arbre, c'est là ici qu'on a une marloquette. Dans le cas où, alors Michel, c'est dans le cas où au moment du mariage, il n'y avait pas encore de fruits. Il n'y avait pas encore de fruits. Ils ont poussé ces fruits sous la propriété du mari. Donc il a épousé une femme avec un verger en hiver. Il divorce au printemps, ou enfin non, plus tard dans l'été, quand les fruits sont là, mais qui n'ont pas encore été coupés. Eh bien, selon Chachamim, ça appartient au mari, alors que selon Rabbi Shimon, ça appartient à la femme. Nouvelle Mishnah. Naflula avadim ushfachot zkenim imachouvi la karmaem karka. Si la femme a reçu en héritage des servantes ou des serviteurs, mais qui sont âgés, qui n'ont pas beaucoup de futur, eh bien, il peut les vendre et prendre à la place un terrain dont il aura l'usufruit. Le Ochel Perot, Rabbi Shimon Megamel Omer, Lotimkor, lui dit non, il ne peut pas les vendre, pourquoi? Mifne Sheesh Var Betavia, encore une fois, le même tarana qu'on a dit il y a quelques instants, la femme peut dire non, écoute, ça fait partie de l'héritage familial, on a toujours eu ce majordome à la maison, ils sont majordomes de père en fils depuis
depuis 300 ans, et donc je veux les garder, tu n'as pas le droit de les vendre. Ça, c'est Rashbag. Afula zetim ukfanim uzkenim, il marque pareil, la femme elle hérite comme ça d'oliviers ou de vignes qui sont vieilles et qui n'ont pas un grand futur. Il marque la carbaine karka, le perot, pareil, il peut acheter autre chose qui a une possibilité d'avoir des pérotes sur le long terme. Avuda lui-même maintenant dit, l'otimkor, pareil. Elle peut dire non, moi, écoute, dans notre famille, on a toujours eu ce verger, ces vignes, et je ne veux pas les vendre. Marav kana marav, machlok shenaflu besade shela, aval besade shena shela, divra kol, timkor, shun de kakalia, karna. Nous dit ici, pour l'instant, la Gemara au nom de Rav, dans la première version en tout cas, la discussion n'existe que lorsque elle a un terrain qui lui appartient, et que dans ce terrain qui lui appartient, elle a eu des fruits. Donc elle a eu un héritage dans lequel elle a eu un terrain, et sur ces terrains-là, elle a en plus des oliviers, on a dit, ou des vignes qui sont âgées. Là-dessus, il y a une marloquette. Est-ce que sur son terrain à elle, avec ses arbres à elle, elle peut refuser la vente que le mari veut faire et dire non, ça fait partie de l'héritage familial. Mais par contre, si dans l'héritage, son père a dit voilà, je veux que le terrain appartienne à une de mes filles et que les arbres, les vignes et les arbres eux-mêmes appartiennent à mon autre fille. Cette fille-là maintenant, qui n'a droit qu'aux arbres, mais qui n'a pas droit au terrain. Donc elle ne peut pas s'en occuper comme elle veut, et les arbres peuvent justement se dessécher, et bien dans ce cas-là, nous dit la Gemara, il n'y a pas de discussion. Et pas chose que la propriété de la femme n'étant pas totale sur les arbres, eh bien elle ne peut pas refuser la vente. Mais elle peut justement, Divrakol, Timkor, Michum de Kakaya Karna, elle peut les vendre parce que le fait d'utiliser le keren, ça peut, les fruits, ça peut justement utiliser le keren. Matkif là maintenant, la Gemara objecte. Rav Yosef, c'est lui qui objecte. Comment tu peux dire que lorsque les arbres sont sur un terrain qui ne lui appartiennent pas, eh bien il n'y a plus de marloquette, alors que ça ressemble au cas des servantes. Les servantes et les serviteurs, ils ne sont pas considérés comme étant dans un terrain qui lui appartient, ils ne sont pas sur un terrain qui lui appartient, dans un domaine qui lui appartient. On voit qu'il y a une marloquette, donc la Gemara corrige. Et là, Itmar, Achitmar, Rav a dit ça, il a dit comme ça. Amarav kana marav, marloquette besade shena shela. La marloquette, elle est justement lorsque le terrain n'est pas à elle. Quand le terrain n'est pas à elle, mais que les arbres sont à elle, là il y a une marloquette. Un avis qui pense qu'elle peut s'opposer et un avis qui pense qu'elle ne peut pas s'opposer. Aval besade shela, mais lorsque le terrain est à elle, divrei akol, lotimkor, dans ce cas-là, eh bien on voit que dans ce cas-là il n'y a pas de vente, mais shvar beitavia, parce que vraiment ici c'est shvar beitavia. Donc encore une fois, on a, quoi qu'il arrive, un degré ici de différence entre, dans le cas où c'est réellement à elle, c'est sûr que c'est plus shvar beitavia, et on a eu deux versions. Est-ce que la marloquette elle est dans le cas où c'est justement le terrain elle aussi ou pas, et finalement la maskana, c'est que non. Il y a discussion si le mari peut le faire que dans le cas où le terrain n'est pas à elle, mais dans le cas où le terrain est à elle et les arbres sont à elle, pas shoot selon tout le monde qu'elle a le droit de dire c'est shvar beitavia, c'est notre héritage, et donc du coup je veux le garder, je t'interdis de vendre pour prendre un autre terrain qui lui-même fait des pérotes.